Salam alaikum, Zulfilaouen, bonsoir. La crise diplomatique entre Alger et Paris, déclenchée le 30 juillet de l'année dernière par la reconnaissance française de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, s'est exacerbée au fil d'une série noire d'incidents. Arrestation en novembre à Alger de Boualem Sansal, interpellation en janvier d'influenceurs algériens sur le sol français, proférant des menaces de violence contre des opposants au régime algérien. Arrestation en France d'un agent consulaire accusé d'implication dans l'enlèvement fin avril sur le sol français de l'influenceur algérien Amir Boukhors, dit Amir DZ. Une affaire inadmissible selon Alger au moment où le dialogue avait repris avec Paris. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait déclaré avril dernier que les relations diplomatiques entre les deux pays étaient bloquées. Mais des signes de réchauffement entre l'Algérie et la France commencent à se faire ressentir. Surtout en ce mois de juin où des rencontres économiques entre les deux pays ont permis d'entrevoir une volonté commune de dépasser leur crise diplomatique majeure. Le climat diplomatique difficile entre les deux pays nous a affectés pendant un certain temps. Nous avons ressenti des difficultés et des tensions, mais la situation s'est progressivement améliorée, a déclaré à cette occasion le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française, Michel Bissac. Se dirige-t-on vers un apaisement des relations entre Alger et Paris, ou c'est un apaisement plutôt économique que politique? Et pourquoi maintenant? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie-France, une volonté commune de dépasser la crise, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Sidi Mnad Sid Ahmed, qui est avec nous via Skype, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat, mais aussi analyste politique. Il est avec nous donc via Skype depuis l'Espagne. Dr Sidi Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation et un grand bonjour à vos téléspectateurs et je suppose à vos invités que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer. Merci beaucoup, Dr Sidi Mnad, d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'avoir avec nous Rafiq Bouhlel, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype aussi. Rafiq Bouhlel, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Bonsoir, Dr Mnad. Merci de m'avoir invité. Et un grand bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Al-Maghribia. Barakallahu fi Rafiq Bouhlel d'avoir accepté l'invitation. Donc on va revenir bien sûr sur cette relation entre Alger et Paris. Est-ce qu'il y a apaisement? On va se poser ces questions ce soir. Et pourquoi maintenant? Bien sûr, ou c'est un apaisement économique plutôt que politique. D'abord, quelques titres des journaux français, mais pas que. On va commencer d'abord par BFM TV. Nos amis de la régie, voilà. Donc BFM TV, dénonciation des accords entre la France et l'Algérie. Éric Ciotti pensait décrocher une victoire, mais retire finalement son texte. Les députés proches d'Éric Ciotti avaient des chances de faire adopter donc ce jeudi à l'Assemblée une résolution pour mettre fin aux accords entre Paris et Alger, qui facilite l'arrivée de ressortissants algérien. Son adoption aurait pu susciter la colère d'Emmanuel Macron. Mais l'ex-président des LR a finalement préféré la retirer.
Total donc a publié sur son site, deuxième image si c'est possible, donc Total, Algérie Total Énergie se voit attribuer un nouveau d'exploration, donc voilà, un nouveau d'exploration, et on peut lire Total Énergie se réjouit que son offre conjointe avec Qatar Énergie lui ait permis de se voir attribuer le permis de Ahara et ainsi d'écrire une nouvelle page de son partenariat de longue date avec Sonatrach dans l'exploration en Algérie, a déclaré donc Patrick Pouyanné, président directeur général de Total Énergie. Voilà, donc, mais aussi le poste de Ali Boukhlef qui donc a écrit « Le nouvel avocat français de Boualem Sansal, Pierre Cornu-Gentil, a finalement obtenu un visa pour venir en Algérie, un peu tard, puisqu'il a été obtenu après le procès en appel de l'écrivain dont le verdict sera prononcé mardi 1er juillet. » Et bien sûr, on va finir avec France 24. Boualem Sansal, la justice algérienne requiert 10 ans de prison en appel contre l'écrivain. Le tribunal d'Alger a requis donc 10 ans de prison contre Boualem Sansal pour atteinte à l'unité nationale. Il avait fait appel après une première condamnation à 5 ans d'emprisonnement en mars 2025. Donc les proches de l'écrivain franco-algérien demandent une grâce présidentielle. Docteur Sidi Menned, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr, si c'est possible, juste donc une petite analyse concernant donc ces titres que je viens de faire passer et de lire. Beaucoup d'observateurs sont en train de dire que peut-être un apaisement est en train de se passer entre Alger et Paris, après donc cette crise diplomatique entre les deux pays. Quelle est votre réaction? C'est Nasser, pour aller droit au but, moi je ne suis pas du tout contre un apaisement économique comme vous le dites, parce que les affaires doivent continuer, c'est certain, et surtout si c'est dans l'intérêt réciproque des deux pays. Je ne suis pas du tout contre ça. Moi, ce qui me gêne dans toute cette histoire entre la France et l'Algérie, ce qu'on a appelé la crise, qui, bon, quelque part, à mon sens, n'en est pas une, sauf avec des soubresauts et surtout des querelles qui parfois n'ont rien à voir même avec la politique. Mais passons. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est que à travers cette crise, encore une fois entre guillemets, elle a révélé beaucoup d'aspects qui quelque part devraient nous faire réfléchir. Et ces aspects, c'est quoi? C'est d'abord, elle a révélé des privilèges absolument, je dirais, ahurissants pour la nomenclatura ou les barons du régime, appelons ça comme on veut. Et ça a été effectivement un révélateur qui pour moi, en tant que citoyen algérien, m'a révulsé. Je me dis, à quel titre? À quel titre est-ce que c'est effectivement une façon de satisfaire, je dirais, la partie française pour justement des contrats économiques ou des contrats en matière donc de sécurité, puisqu'on nous dit que les services algériens et français collaborent avec une grande coordination. Moi, je vous dis franchement, je suis pas un spécialiste de tous ces aspects-là, mais c'est quand même quelque chose qui doit nous interpeller. Et puis il y a eu un deuxième volet qui est encore plus grave, les biens mal acquis. On nous parle de biens mal acquis de cette même nomenclatura. Donc aujourd'hui, parler de revenir à une normalité, moi je veux bien, mais à condition qu'on aille au fond des choses, qu'on s'interroge. Pourquoi les biens mal acquis? Qui sont ces gens-là qui effectivement ont des biens mal acquis? Et sur quelle base le pouvoir français, les banques françaises ont-elles pu accepter des transferts, semble-t-il, énormes vers la France de ces gens-là
Qui sont-ils et pourquoi donc on devrait, sans parler effectivement de tous les privilèges dont on a parlé au départ, ça veut dire lorsqu'on nous dit revenir à la normalité, on va oublier tout ça. On va faire passer tout ça par perte et profit. Je crois que, au contraire de beaucoup de personnes qui se disent de l'opposition et qui appellent à une normalisation, un retour à la normale des relations entre l'Algérie et la France. Et j'aimerais citer, je ne veux donner de leçons à personne, mais je pose des questions quand j'entends une dame que je respecte beaucoup d'ailleurs, Madame Amira Bouraoui, qui a beaucoup souffert je dirais, du comportement de ce régime envers sa personne, et on connaît bien tous les épisodes douloureux au travers desquels elle est passée, mais qui dit oui, il faut retourner à la normalité des choses. Moi, je lui pose la question, c'est quoi la normalité des choses? C'est-à-dire comme avant, on oublie tout, on oublie les privilèges, on oublie les biens mal acquis, on oublie les comportements douteux de ceux qui prétendent nous gouverner. Non, là, je suis pas d'accord. La normalité économique, c'est quelque chose que je peux concevoir, c'est les affaires entre un pays et un autre, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une normalité dans la normalité? Est-ce que ces accords économiques dont on nous parle, Total et je ne sais Dieu quoi encore, soient dans des normes justement internationales et non pas parce que effectivement cette nomenclature bénéficie de privilèges, bénéficie d'un regard bienveillant des banques françaises et je ne sais pas quoi, d'acquisition de biens en France. Il faut qu'on épure ce dossier, il faut qu'on aille jusqu'au fond des choses. Très voilà, bien. Restez avec nous, docteur Sidi Mned. Rafiq Bouhlel, les questions qui ont été posées par le docteur Sidi Mned, c'est des questions très pertinentes. Il dit que cette crise a révélé beaucoup d'aspects donc entre la relation entre Alger et Paris, mais aussi il faut aller au fond des choses, a dit docteur Sidi Mned. Comment vous voyez les choses donc? Est-ce que c'est une bonne chose que les choses donc, si on peut dire, vont plutôt vers l'apaisement de cette relation? Mais avant de vous donner la parole, d'abord on va écouter des anciennes déclarations de Abdelmadjid Tebboune dans une interview. Il dit que le seul interlocuteur, donc, c'est le président français, Emmanuel Macron. On l'écoute. Je dirais 3 mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui. Voilà, Abdelmadjid Tebboune qui dit tous les problèmes doivent se régler avec lui. Parlons donc du président français Emmanuel Macron. Mais aussi, on va rappeler les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui avait parlé donc des relations diplomatiques entre Alger et Paris, la qualifiant de bloquée. On l'écoute. Rappel de l'ambassadeur de France en Algérie, il est reparti ou il est toujours à Paris? Il est toujours à Paris. Et il va y retourner? Écoutez, à ce stade, la situation est bloquée et c'est la responsabilité des autorités algériennes. Donc c'est pas prévu pour l'instant? À ce stade, ça n'est pas prévu. Ouais. Voilà. Rafiq Bouhlel, la question est à vous bien sûr. Est-ce qu'on est revenu à la normalité? Mais aussi beaucoup de questions ont été posées par le docteur Sidi Mned concernant donc cette normalité. Pour la question et pour ma part, je pense qu'on est très loin de la normalité. On est très loin de revenir à une situation normale. Pour ma part, les déclarations qui ont été faites par Michel Bizac
le président de la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française sont totalement infondées. Pourquoi? Parce que lors de quand il a organisé un forum algéro-français, il y a eu que 20 entreprises françaises qui se sont déplacées. Ça, c'est la première des choses. Alors que il devrait y avoir 10 fois, voire 20 fois plus si les relations étaient totalement apaisées. Je rappelle, juste pour les téléspectateurs, que Monsieur Michel Bizac est cité dans une affaire de corruption internationale impliquant le ministre algérien Yassine Ouelid et plusieurs chefs d'entreprise français dans des affaires de blanchiment. Je rappelle que Michel Bizac défend plus le gouvernement algérien et les décideurs que l'intérêt commun. Pourquoi? Parce que en 2019, il y avait 522 entreprises françaises présentes en Algérie. En 2025, il n'y en a plus que 400. Et cela montre le désamour des entreprises, entre parenthèses, le désamour et désavouement des entreprises françaises pour le marché algérien et la signature de Total avec les Qataris sur l'exploitation d'un gisement énergétique n'est ni plus ni moins qu'un appel d'offres, comme tous les appels d'offres, où, pour rappel, que Total est présente en Algérie depuis plus de 30 ans. Donc ça, ce n'est pas un signe d'apaisement. Deuxième des choses, depuis la reconnaissance de la France de la marocanité du Sahara occidental, le régime algérien a montré son vrai visage. Le régime algérien a pris en otage Boualem Sansal, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses écrits. C'était un écrivain et sa place n'est pas en prison. Et en contrepartie, les autorités françaises lâchent des informations en disant qu'ils vont geler les avoirs d'une vingtaine de dignitaires algériens. Et là, beaucoup de questions se posent. J'habite en France, je vis en France. Je suis rentré en Algérie en 2016. Il faut rappeler que je suis l'ancien représentant du programme entrepreneurial Diaspora et que j'étais au cœur des relations économiques algéro-françaises. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai ressenti la bonne foi d'Emmanuel Macron lors de son premier quinquennat, en voulant vraiment travailler main dans la main avec les autorités algériennes et aller de l'avant. Malheureusement, après 8 ans, il a enfin compris que le régime algérien utilise la rente mémorielle pour se maintenir en place, utilise la question de l'immigration clandestine pour faire pression sur le gouvernement français et surtout les scandales à répétition des biens mal acquis. Je suis un contribuable français. Je paye des impôts en France. Si demain je vais à ma banque et je demande à retirer juste 1500 ou 2000 euros, qui n'est pas une somme extrêmement importante, le banquier va me demander un justificatif. Si demain je reçois un virement de 10 000 ou 15 000 euros, automatiquement, je serai convoqué par ma banque pour me demander des justificatifs. Donc, pourquoi pour les résidents en France et les citoyens en France doivent justifier du moindre petit euro sur sa provenance, et quand il s'agit des dignitaires algériens et des gouvernants algériens avec des sommes astronomiques, il y a une complaisance. Et pour exemple, Salah Goudjil, qui est l'ancien président du Sénat pendant X années, dispose d'un appartement à Paris d'une valeur supérieure à 2 millions d'euros. La justice algérienne ne s'est pas saisie. Saïd Chengriha, qui dispose aussi d'un appartement à Paris, alors que avec un salaire d'un fonctionnaire du ministère de la Défense, ne lui permet pas d'acquérir ce type de bien. Et les banques ainsi que les services des impôts ne réagissent pas, cela pose problème. Et la liste des Algériens au pouvoir disposant d'actifs
Et en France, elle est interminable. Les enfants de Tebboune, selon les révélations du journaliste Mohamed Sifawi sur le journal Rupture, on a aussi une liste on a aussi 50 000 hauts dignitaires algériens disposant de la nationalité française et qui habitent en France et qui ont des avoirs en France et qui ont des entreprises en France. D'où provient l'argent? Pourquoi cette complaisance? Pourquoi les services des impôts ne cherchent pas et n'ont pas ouvert d'enquête? Pourquoi le parquet financier ne s'est pas saisi de ces malversations ou des anomalies qui ont été plus ou moins révélées au fur et à mesure? Et pourquoi les autorités françaises ne mettent pas en application plus ou moins leurs menaces, à savoir geler les avoirs? Ils se sont contentés de laisser l'information partir. Là, moi personnellement, je ne pense pas qu'on va vers un apaisement. Parce que, encore une fois, c'est juste le régime algérien va essayer de gagner un peu de temps jusqu'en 2027, à la fin du mandat du président Macron, et ils vont voir comment cela avance. Mais encore une fois, nous sommes face à un blocage, à une relation qui n'est pas normale entre l'Algérie et la France, alors qu'elle devrait être claire, simple et limpide. On est 5 millions, plus ou moins 5 millions d'Algériens et de Franco-Algériens habitant en France. Aujourd'hui, personnellement, je peux le dire honnêtement, toutes ces problématiques depuis depuis quasiment un an et demi, a une répercussion directe sur la diaspora algérienne en France. Et encore une fois, le régime dictatorial algérien ne va pas aller dans une relation gagnant-gagnant avec la France, mais il va tout simplement faire pression sur Emmanuel Macron et son gouvernement en jouant la carte des OQTF, en jouant sur la carte de si le régime tombe, l'Europe va être envahie, que ce soit par un nombre important d'Algériens, et aussi de dire que si le régime algérien tombe, il pourrait être entre les mains d'intégristes et de terroristes. La disquette qui est vendue à l'Europe et au monde entier depuis plusieurs dizaines d'années, mais qui n'a plus aucun effet aujourd'hui. Très bien, reste avec nous, Rafiq Bouhlan. Je reviens à vous, docteur Sidimna, mais aussi du côté des autorités algériennes. Ils vous diront que cette relation entre Alger et Paris a été exploitée par l'extrême droite, par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui donc a fait de cette crise son cheval de bataille pour être élu président donc de son parti, les Républicains. Et là, la question se pose. Est-ce que c'est une bonne chose que cette relation s'apaise? Et c'est dans l'intérêt, et Rafiq Bouhlan a soulevé cette question de la diaspora. On a quand même presque 5 à 6 ce qui avance aussi 7 millions d'Algériens, d'origine algérienne qui vivent donc en France. Beaucoup vous diront que c'est une bonne chose pour notre pays. Docteur Sidimna. Pour répondre à votre premier point, à savoir l'extrême droite qui prend donc prétexte de cette crise pour vilipender le pouvoir algérien, parce que il faut bien lire les déclarations de Retailleau, de l'extrême droite, etc., pour comprendre qu'il s'attaque au régime algérien. Mais si cette droite extrême, qu'elle soit de l'extrême droite ou de la droite dure, appelons ça comme vous voulez, a pu effectivement prendre prétexte, c'est parce qu'il y a un combustible, et le combustible qu'il a fourni, c'est bien le régime algérien, c'est bien le comportement de ce que nous appelons chez nous les décideurs. Je crois qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Moi, je ne vais pas me culpabiliser en tant que citoyen algérien
pour dire c'est quelque chose qui va à l'encontre de mes propres intérêts. Je ne veux pas non plus parler au nom de la diaspora qui est en France, puisque moi je ne fais pas partie de la diaspora qui est en France, mais ailleurs, pour dire que si éventuellement, et c'est le cas d'ailleurs, le peuple algérien souffre des vicissitudes ou des turpitudes de ce pouvoir, c'est par rapport aux souffrances de la diaspora, je crois que ça vaut un sacrifice. La diaspora, et moi j'en suis convaincu, tout citoyen qui soit franco-algérien ou résident légal en France et tout, ne souffrira pas de quoi que ce soit parce que il va se conformer aux lois de la République française. Donc je ne vois pas où pourrait être l'inquiétude. Bon, pourrait toujours y avoir aussi de ce côté-là des prétextes pour ceci ou cela, mais en comparaison avec la souffrance du peuple algérien en Algérie, je crois que c'est quelque chose que nous pouvons tous, et moi-même, résident en Autriche, je dirais, si les Autrichiens se devaient, par solidarité avec la France, avoir je dirais des pensées pas très honnêtes vis-à-vis des Algériens qui résident en Autriche, ben je dirais que c'est très peu par rapport aux souffrances du peuple algérien. Qu'est-ce que le peuple algérien va penser de la diaspora en disant c'est parce que vous allez souffrir un peu que vous demandez un retour à la normalité. Et encore une fois, je précise, la normalité n'est pas comment dirais-je, d'un point de vue politique, où on va tout effacer, on va tout oublier, tout ce qui a été dit, toutes les révélations qu'il y a eu, comme par enchantement, c'est terminé, on oublie tout ça, les Gucci, les je sais pas quoi encore, les passeports diplomatiques, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, même lorsqu'un opposant nous dit ça, est-ce par nationalisme qui n'en est pas un, c'est du faux nationalisme que de dire oui mais moi je soutiens l'Algérie quoi qu'il en soit. Nous soutenons l'Algérie quoi qu'il en soit, mais je ne soutiens pas le régime quoi qu'il en soit. Il n'en est pas question parce que c'est ce régime-là qui nous a menés vers ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut que les gens sachent que c'est notamment ces opposants qui appellent à une normalité. C'est quoi le retour à la normalité? Que la répression continue à s'exercer sur le peuple algérien, qu'il y ait des emprisonnements, des arrestations, des libertés individuelles et collectives qui sont confisquées. C'est ça la normalité à laquelle on va appeler. Je suis désolé, parce que quelque part, il faut se l'avouer, si le régime français qui se réclame d'être de la patrie des droits de l'homme ne bouge pas le petit doigt sur toutes je dirais les malversations, les comportements indignes d'un régime vis-à-vis du peuple algérien. Je n'ai pas encore entendu le pouvoir français dire franchement ce qui se passe en Algérie est inacceptable. Donc c'est ça la normalité dont on nous parle. Moi, qu'il y ait des contrats avec Total ou selon, comme le dit votre invité, que je salue d'ailleurs, pour sa franchise et aussi tout ce qu'il nous dit comme information très révélatrice d'ailleurs. Je ne comprends pas une normalité, encore une fois, que Total ait des contrats à partir d'un appel d'offres qui répond à des règles nationales, internationales, juridiques et je ne sais pas quoi encore. Je ne suis pas du tout contre. Encore, faut-il savoir si effectivement ces contrats ne sont pas influencés justement par cette relation malsaine qui existe entre le pouvoir français et le pouvoir algérien. Encore une fois, ce qui se passe entre la France et l'Algérie n'est pas dans l'intérêt, je dirais même des deux peuples. Encore que le peuple français, à la limite, n'en a cure. Mais chez nous, en Algérie, je suis désolé. C'est un pouvoir qui a le soutien de la France, des pouvoirs français. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Il faut que les choses soient claires. Donc, normalité, je veux bien, mais dans des conditions telles qu'on les conçoit d'État à État. Et qui soit effectivement dans l'intérêt des deux peuples, pas dans l'intérêt d'une clique.
Là, je suis tout à fait clair à ce sujet. Très bien. Restez avec nous, docteur Sidi Mnet. Rafiq Bouhlef, je reviens à vous, mais j'avais lu donc le post d'Ali Bouhlef, le journaliste Ali Bouhlef, au début donc de cette émission. Le nouvel avocat donc français de Boualem Sansal, Pierre Cornu-Gentil, donc a obtenu son visa. Beaucoup vous diront que c'est une bonne chose. Un peu tard, puisque donc le procès en appel était passé et que le verdict donc sera le mardi 1er juillet. Rappelons aussi, Rafiq Bouhlef, que le directeur de CMA-CGM, donc Adolphe Saadi, a été reçu par la Majid Tebboune dernièrement. Donc clairement, le pouvoir algérien veut qu'il y ait donc un apaisement de cette relation. L'apaisement d'une relation entre deux États, elle passe par un apaisement diplomatique, un apaisement politique. Encore une fois, moi j'ai eu la chance d'être connu et reconnu dans mon travail, que ce soit au niveau des Nations Unies en Algérie, à travers Monsieur Alejandro Alvarez, le résident permanent des Nations Unies, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler dans le cadre environnemental. J'ai rencontré les hauts responsables de Business France, que ce soit en France ou en Algérie. Tout le monde est d'accord sur le fait que ces relations ne peuvent pas durer. Aujourd'hui, si on remarque bien, l'immigration clandestine s'est quasiment arrêtée en 2019 lors du Hirak. Quand le Hirak était à son apogée, on a remarqué quasiment l'arrêt total parce que le peuple algérien avait foi dans ce mouvement. Il pensait à un réel changement. Il ne voulait pas quitter l'Algérie parce qu'il voulait rester pour la construire. Aujourd'hui, les autorités françaises, si elles souhaitent avoir des relations saines et pérennes pour l'avenir, elles doivent cesser de cautionner les enfantillages du régime algérien. Elle doit cesser de cautionner le chantage du régime algérien. Quand on parle de l'avocat de M. Boualem Sansal, à qui on lui a attribué un visa après le procès, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Sachant que 3 mois auparavant, ils ont refusé de délivrer le visa à son premier avocat sous prétexte qu'il est juif. C'est n'importe quoi. Et dans les deux cas, on sait très bien que la justice algérienne n'est pas indépendante et que les services secrets, c'est eux qui appellent à travers le téléphone rouge et qui imposent leur verdict. Et je vais aller plus loin. Quand on parle du franco-algérien Boualem Sansal. C'est 2 poids 2 mesures parce qu'en Algérie, on a beaucoup de franco-algériens à la tête d'entreprises publiques algériennes impliquées dans des affaires de corruption publique, ça veut dire, je ne donne pas des informations exclusives, mais qui sont connues, comme par exemple le franco-algérien à la tête de Asmidal du groupe Sonatrach, impliqué dans l'exportation de l'ammoniac à Israël, dont le scandale de Ferital qui a fait perdre 129 millions de dollars en arbitrage, il est libre en Algérie, il n'a jamais été inquiété. Quand on parle de franco-algériens dans l'impunité totale, on peut parler aussi du scandale de l'affaire de corruption de 200 millions d'euros de surfacturation dans l'affaire des pompes à essence Est-Ouest de la SPA Naftal, à sa tête le franco-algérien, une personnalité publique, Mustafa Nouri, qui n'a jamais été inquiété par la justice. Plus grave encore, les dossiers judiciaires disparaissent. On peut parler aussi معليش سي رفيق معليش اسمح لي برك يعني juste pour parce que vous êtes en train de citer des noms et vous savez que nous sommes une chaîne qui est régie par des lois, juste pour vous dire que vous êtes responsable donc de ces déclarations et que la chaîne n'est pas responsable donc de ce que vous êtes en train de dire. سي رفيق تفضل.
Absolument. Donc, non seulement je suis responsable de ce que je dis, et encore une fois, ce n'est pas des révélations exclusives, c'est des affaires judiciaires en Algérie qui ont éclaté en 2019 et en 2020 et qui ont disparu. Donc, encore une fois, les téléspectateurs de la chaîne Al-Maralibia peuvent vérifier sur Internet, c'est disponible. Donc, pour revenir au sujet qui est les relations franco-algériennes et ce que paye de lourds tributs, comme par exemple, encore une fois, Boualem Sansal, un écrivain qui a 80 ans, que personnellement, je ne suis pas d'accord avec ses écrits, et qui a en principe sa place sur un plateau télé, avec ses détracteurs, pour débattre et avoir un avis contraire. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. Aujourd'hui, le verdict va être prononcé le 1er juillet. Le citoyen franco-algérien Boualem Sansal n'a pas joui d'un procès équitable, n'a pas accès à un avocat pour le défendre, et encore une fois, la diplomatie française n'a rien dit sur ce qui se passe actuellement, et on attend une éventuelle grâce présidentielle. Concernant la visite de Rodolphe Saadé en Algérie et qui a été reçu par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, j'ai déclaré la dernière fois que CMA-CGM est présente en Algérie depuis quasiment 30 ans. C'est une entreprise qui réalise pas moins de 70 milliards, plus de 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Ils sont puissants et c'était un message politique qui a été passé à travers un canal économique. Donc malheureusement, encore une fois, on voit que les relations franco-algériennes ne sont pas basées sur un partenariat gagnant-gagnant, une vue vers le futur, mais toujours aujourd'hui ça va, demain ça va moins, etc., etc. Mais de l'autre côté, Rafiq Bouhlel, juste parce que ce que vous êtes en train de dire est très intéressant, Rafiq Bouhlel, mais de l'autre côté aussi, on vous dira que l'Algérie est en train de diversifier ses relations, ses partenaires. Elle a de très bonnes relations avec les États-Unis, par exemple, avec d'autres pays. On en a fait même une émission avec vous, Rafiq Bouhlel, concernant donc les deux grandes sociétés américaines, Chevron et ExxonMobil, qui ont été reçus donc par Abdelmadjid Tebboune dernièrement. L'Algérie n'a pas de très bonnes relations avec ses partenaires étrangers. La preuve, elle est en disgrâce avec le Maroc, rupture diplomatique, frontière fermée depuis X années, avec les pays du Sahel, avec l'Espagne pendant 2 ans après la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental. Ils ont eu des problèmes aussi avec la France à cause du Sahara occidental. Et le régime algérien a de très 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 mauvaises relations avec les Émirats arabes unis qui se font attaquer de manière injuste et insultante à travers les médias publics. Et encore une fois, comme je l'ai déclaré hier avec vous, c'est les relations avec les États-Unis, c'est la peur qui fait réagir le régime algérien. Après le retour de Donald Trump, ils savent pertinemment que les autorités américaines ne vont pas se comporter comme les autorités françaises et que pour ce fait, le régime algérien déroule le tapis rouge et il a déjà commencé à dérouler le tapis rouge, ça fait quelques mois, en proposant des accords sur les minerais rares en Algérie. Aujourd'hui, avec ExxonMobil, que le même régime accusé il y a 5 ans de corruption dans l'affaire de la raffinerie d'Augusta en Italie. Donc, ce gouvernement et ce régime, il est tellement fragile qu'il essaye d'être le plus proche du plus fort. Aujourd'hui, dans un rapport de force entre l'Algérie et la France, l'Algérie pense peut-être faire plier la France, donc ils se permettent des discours de combat ou de bras de fer, mais avec les États-Unis.
nous n'avons jamais vu le ministère des Affaires étrangères, le ministre ou son secrétaire général convoquer l'ambassadrice des États-Unis pour se plaindre, contrairement à l'ambassadeur de France qui a été convoqué plusieurs fois. Donc, malheureusement, encore une fois, la diplomatie algérienne en matière de relations internationales, depuis l'arrivée de Tebboune et de Chingriha, est devenue une diplomatie à géométrie variable, où ça change de position matin, midi et soir. On était très amis avec la Russie, maintenant on ne l'est plus. On était bien avec la France, maintenant on ne l'est plus. On n'était pas très bien avec les États-Unis, là maintenant on déroule le tapis rouge. Il n'y a pas de boussole et il n'y a pas de ligne de conduite pour cette diplomatie. Et encore une fois, cela va porter préjudice à l'intérêt général de l'Algérie. Très bien, restez avec nous, Rafiq Bouhlel. Docteur Sidi Mned, il n'y a pas de boussole concernant donc la diplomatie algérienne, a déclaré Rafiq Bouhlel. Mais la question qui se pose aussi par rapport à votre analyse, docteur Sidi Mned, c'est que vous avez dit qu'on ne peut pas revenir à la normalité concernant donc cette relation entre Alger et Paris. Mais quelle est la voie donc pour vous pour aller au-devant donc et dépasser cette crise? Sinon, ça va être simple. C'est qu'effectivement, on a au fond des choses, au fond de ce qui est révélé, notamment par le côté français, que ce soit la droite, l'extrême droite et je ne sais pas qui encore, mais il y a des révélations. Donc, il faut épurer ce dossier. Est-ce qu'elles ont ces révélations encore ou plutôt ne correspondent pas à une réalité? C'est juste un acte de pure vengeance ou je ne sais quoi encore. Mais il faut qu'on nous dise, est-ce qu'il y a, et nous le savons tous, c'est un secret de polichinelle qui dure depuis peut-être une trentaine, une quarantaine d'années, des biens mal acquis de responsables algériens en France. C'est quelque chose qui a certainement pris de l'ampleur ces dernières années. Comme on dit en algérois, tag à la mentag. Donc c'est une sorte de fuite en avant. On voit beaucoup de responsables ou même des responsables subalternes se ruer vers justement cette manne de la corruption, de la malversation, de la mauvaise gouvernance, surtout de cette économie de rente qui n'en finit pas. Et donc, revenir à la normalité, c'est d'abord épurer ces dossiers. Qu'on nous réponde, par exemple, pourquoi tous ces privilèges pour la nomenclature, qu'on nous donne une réponse. Et à ce moment-là, je serai le premier à applaudir en disant, ben voilà, maintenant on sait pourquoi et allons-y vers la normalité. Mais que la raison l'emporte, c'est-à-dire la raison quoi? La raison de ce qui est en train de se passer entre les responsables algériens. Ce n'est pas le peuple algérien. Il faut bien dissocier. Donc pour vous, Dr Sidi Mned, pour vous, cette crise a mis à nu, si on peut le dire, le régime algérien. Ah, tout à fait. C'est une évidence même. Vous n'avez qu'à consulter les réseaux sociaux pour voir éclore mille et une vidéos, qu'elles soient vraies ou pas. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais cela appelle justement à des enquêtes, à des investigations, qu'on nous clarifie que se passe-t-il. Si effectivement on prouve que par exemple Monsieur Goudjil, pour ne citer que ce nom, moi franchement, il a été cité par Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur français à Alger. Xavier Driancourt au Tartampion, ça ne change rien. Mais qu'on nous dise effectivement, est-ce que Monsieur Goudjil a un bien ou plusieurs biens, parce qu'apparemment c'est plusieurs biens au niveau en France, qu'on nous dise est-ce que c'est de par la sueur de son front. À ce moment-là, peut-être que c'est quelqu'un, c'est un rentier, peut-être qu'il a hérité de biens en France dont il jouit aujourd'hui, mais sinon qu'on nous dise de quelle manière. Et ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que
Et moi, je le disais sur votre chaîne il y a quelques années. Déjà, je disais le jour où les choses s'éclairciront, on verra que tout ce qu'on voit maintenant aujourd'hui, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il doit y avoir quelque chose de monstrueux sous cet iceberg et qu'on nous cache. Je suis désolé, il y a cette comment dirais-je, cette idée de clarifier d'abord. Moi, encore une fois, mon pays est un pays qui se doit d'être respecté, respectable, mais par qui? Par des dirigeants respectés et respectables. Ce n'est pas le cas. Nous le savons. Et je vais, si vous le permettez, faire une digression qui concerne aussi ce sujet. C'est que, comme le disait votre invité, c'est un régime qui n'a pas de boussole. Pourquoi? Parce qu'il est aux abois. Apparemment, les rentrées en hydrocarbures ne suffisent plus. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que elles devraient en principe nous permettre non seulement d'entretenir un peuple, tout un peuple entier, mais surtout de développer une économie, de développer une industrie. Tout ça ne se fait pas. L'économie de rente continue. Et aujourd'hui, on veut encore drainer finances d'ailleurs, les mines, le gaz de schiste, le je ne sais pas quoi encore, les terres sahariennes. C'est une véritable vente aux enchères, même pas aux enchères, c'est une vente concomitante qui est en train d'effectuer ce régime. Et je lance un appel à tous les citoyens qui se reconnaissent dans ce pays que nous aimons de réclamer justice, de dire arrêtez ce massacre, arrêtez ce bradage de nos ressources. Ce n'est plus possible d'accepter ça. En tant que citoyen soucieux de l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, des générations futures, il faut que nous nous dressions tous contre ces abus, contre encore une fois cette destruction de l'économie du pays. Quand vous bradez les ressources, notamment naturelles de l'Algérie, que va-t-il nous rester? Donc, franchement, je lance un appel du cœur pour que nous bougions tous et que nous réclamions que ça s'arrête. Arrêtez, que ces gens-là arrêtent de vendre notre pays. Il n'en est pas question. Votre invité le disait bien, recevoir les dirigeants et encore subalternes d'ExxonMobil et de Chevron. Vous savez quel est le poids financier que représentent ces deux entreprises? Elles peuvent acheter l'Algérie. Donc, en fait, c'est comme l'a dit d'ailleurs l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sky is the limit. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je lui dénie ce propos-là. Il n'a pas le droit de dire ça en mon nom. Quoi, sky is the limit? C'est-à-dire, on dit aux Américains, venez, s'il vous plaît, n'ayez crainte, vous aurez toutes les garanties possibles. Hier, dans votre émission, monsieur, je salue d'ailleurs encore une fois l'intervention de monsieur Rafik Boulel. Il faut dire une chose pour les terres sahariennes. Est-ce que c'est dit par ailleurs, notamment par monsieur Tebboune, c'est que l'eau sera gratuite, les terres seront cédées gratuitement, il y aura certainement des allègements fiscaux en veux-tu en voilà pour ce qu'on appelle des investisseurs. Bien sûr qu'ils viendront avec toutes ces conditions et en plus certainement une main d'œuvre bon marché. Et ça, je suis désolé, qui ne viendrait pas? Tout le monde viendrait. Et vous savez, l'exploitation des terres sahariennes, on l'a vu en Arabie Saoudite. C'est quoi? La durée de vie, c'est un maximum de 10 ans. Après, c'est une désertification totale. Pourquoi? Parce que les réserves en eau qui sont situées dans ces endroits-là vont être polluées et inutilisables. Qu'est-ce qui va rester? Même l'Albien, on va le compromettre. L'Albien qu'on a toujours dit, attention, c'est une ressource inestimable qu'il faudra gérer avec parcimonie, avec sagesse, etc., etc. On est en train de faire tout le contraire. Le gaz de schiste va être une calamité. Les terres sahariennes qu'on voudrait donner à des investisseurs, entre guillemets, qu'ils soient italiens, qataris et apparemment
les Américains sont intéressés, les Turcs et Dieu je ne sais quoi, quelle autre nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si je disais à ces gens-là, venez, prenez l'eau gratuitement, vous ne paierez rien sur les terres sahariennes, vous aurez une main-d'œuvre gratuite. Merci. Et tout ce que vous allez produire, certainement, vous allez l'exporter pour le bien de vos pays. Et l'Algérie dans tout ça. Merci, docteur Sidi Menad. Une question qui est très importante que vous avez posée, l'Algérie dans tout ça. Je m'excuse, je vous ai pressé un peu parce que le temps nous presse aussi. Rafir Bouhlal, je vous laisse le mot de la fin, bien sûr, mais la question qu'on se pose, le verdict sera prononcé mardi 1er juillet, donc pour le procès de Boualem Sansal. Comment vous voyez les choses évoluer à partir donc de ce prononcement du verdict de Boualem Sansal? Malheureusement, je ne vois pas une issue heureuse pour Boualem Sansal parce que il est une victime collatérale des brouilles diplomatiques entre l'Algérie et la France. Et ce n'est qu'une victime collatérale parmi des centaines de victimes qui sont en prison en Algérie pour avoir exprimé un avis ou leurs opinions, pour avoir écrit un livre ou pour avoir écrit un post Facebook. Aujourd'hui, le monde entier, à travers l'affaire de Boualem Sansal, découvre ce que ça veut dire un détenu d'opinion, découvre qu'en Algérie, vous pouvez être en prison où un procureur demande 10 ans de prison ferme pour avoir écrit un livre, ou pour avoir exprimé une position, ou pour avoir envoyé un SMS à Xavier Drioncourt, qui est proche de l'écrivain. Donc, les autorités algériennes et la justice algérienne utilisent des conversations privées pour faire condamner des gens. Donc, moi, personnellement, encore une fois, j'espère que Boualem Sansal sera libre, sera gracié. Lui, comme tous les détenus d'opinion qui croupissent en prison, femmes, hommes, jeunes hommes et personnes âgées, et que vraiment on puisse retrouver une certaine sérénité, mais malheureusement, connaissant la dictature et le fonctionnement de cette dictature algérienne et de ses dirigeants, malheureusement, je pense que non seulement il va être condamné lourdement, qu'il ne va pas être gracié, et que j'espère que sa santé ne va pas se dégrader, car encore une fois, malheureusement, l'extrême droite l'utilise, l'extrême gauche aussi l'utilise. Mais ceux qui disent, Rafir Bouhlal, très rapidement, ceux qui disent qu'il peut être gracié à l'occasion du 5 juillet. Alors, encore une fois, si lui, il est gracié, est-ce que Tebboune va gracier les autres détenus d'opinion? Parce qu'on est dans le même délit. Il n'a commis aucune infraction. Hier, des anciens cadres du FIS ont été condamnés. Je m'excuse, je vous ai coupé la parole. 18 donc anciens cadres du FIS ont été condamnés à la prison ferme. Tfadal, c'est Rafir. Encore une fois, cette condamnation montre que le régime algérien ne fait pas la différence entre un laïc, entre un islamiste, entre une personne de droite, de gauche. Il condamne Boualem Sansal, il condamne les 18 anciens responsables du FIS qui ont écrit une lettre ouverte. Il pourchasse Karim Tabou, il harcèle Fethi Garras et son épouse, il emprisonne Mohamed Tajadid, Abdallah Qammari, et je ne sais quoi d'autre. Et la liste est tellement longue. Là, ce que montrent ces condamnations consécutives, c'est que le régime algérien il ne fait pas la différence entre ces personnes, que ce soit politique ou apolitique. Du moment que vous êtes contre ce régime, vous êtes automatiquement classé dans la case des opposants et vous êtes condamné, harcelé juridiquement et voire vous poussé à l'exil. Malheureusement, et j'espère encore une fois que le peuple algérien va se réveiller, et parce que l'Algérie est en danger, la démocratie algérienne a besoin d'éclore,
notre économie elle a besoin de revenir à la normale, car juste pour rappel, que l'industrie pétrolière n'est pas génératrice d'emplois. L'industrie gazière n'est pas génératrice d'emplois. Rappelons que la Sonatrach, avec ses 64 milliards de chiffre d'affaires, elle n'embauche que 113 000 personnes avec toutes ses filiales. Alors que les 1,2 million de petites entreprises qui ont déposé les bilans a généré 4,5 millions de chômeurs. Et c'est grâce à l'économie qu'on peut construire un pays. Barakallahu fik. Merci beaucoup Rafiq Bouhlel. On est arrivé donc à la fin de cette émission. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Sidi Mnad, Dr Sidi Mnad Sid Ahmed, expert senior auprès des Nations Unies pour le climat, mais aussi analyste politique. Il était avec nous donc via Skype depuis l'Espagne. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à comme ça,